Bienvenue dans Papa Parle, je suis Pierre-Yves Pajot-Souriceau. Je suis devenu père il y a maintenant 8 ans et demi. Ça a mis un dawa pas possible dans ma vie, donc je me suis dit il va falloir trouver des solutions pour mieux vivre tout ça. Et je me suis dit que j'allais mêler toutes mes passions, dont la vidéo et l'audio, et j'ai créé un podcast autour de la paternité pour aller poser des questions aux darons, leur demander quelles étaient leurs difficultés, comment ils avaient trouvé des solutions ou pas. Et puis aussi, de temps en temps, vous allez me retrouver solo pour faire le point sur mon évolution, sur les choses que j'ai mis en place, les petits tips que j'ai trouvés intéressants. Et mon objectif, c'est que vous repartiez de l'émission avec à chaque fois un petit truc en plus à essayer, à tenter, pour que votre paternité, parentalité, parce que finalement il y a beaucoup de mamans aussi qui suivent l'émission, soit plus simple, plus facile, et que tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un invité, je reçois Mehdi Humbert. Salut Mehdi. Salut. Une entrée percutante. Mehdi, on travaille ensemble depuis un moment, on se connaît depuis très longtemps. Tu es déjà venu dans le podcast quand il était qu'en audio. Aïe. Là maintenant, les gens vont pouvoir découvrir le père magnifique que tu es. Incroyable. D'ailleurs, je suis venu sur les enfants. C'est ça. Et j'aimerais, parce que je suis un peu dans une dynamique de me remettre en forme en ce moment. Ça fait 1 an que j'essaye de mieux manger, de refaire du sport. Là, j'ai, on va dire, fini le premier chapitre. J'ai dégraissé la bête. Et maintenant, j'aimerais bien passer un peu plus de course à pied, du trail entre autres. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais comme tu es spécialiste du domaine, beaucoup vont te connaître par le pseudonyme, mais Mehdi Coach Trail. Tu as commencé à communiquer, on a travaillé ensemble là-dessus sur les réseaux. Ça a plutôt bien fonctionné. Et j'ai des questions à te poser, comme un bon père de famille qui a rien branlé depuis X années et qui s'est dit, c'est le truc classique, allez, je vais gravir la montagne et je veux être un exemple pour les autres. Mais j'ai pas envie, maintenant avec l'expérience, j'ai pas envie de m'éclater, j'ai pas envie de me blesser, c'est arrivé justement durant l'année, et je vais te poser plein de questions sur le sujet. Ok. Et puis on va faire un petit point aussi sur ta paternité, parce que entre-temps, lors de la première émission, tu avais un enfant, Ouais. et il y en a eu un deuxième, donc c'est-à-dire que le premier t'a pas dégoûté a priori. Non, il m'a pas dégoûté. J'ai appris à travailler avec un enfant, à vivre avec un enfant. En fait, c'est un peu ça. On ne naît pas parent. On est juste avec une envie d'être parent. Et en fait, on se rend compte ce que c'est que la parentalité une fois qu'on a un enfant. En plus, en fonction des personnalités différentes de chacun, les personnes ont tous une manière de gérer leur vie qui est différente, avec des passions, etc. Puis il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'envie, beaucoup d'attentes de la vie. Et avoir un enfant en fait partie, faire du coaching, être ostéo, faire plein de trucs, faire des pizzas. Oui, ça, on y reviendra. On y reviendra juste après. Et du coup, ça vient en conflit avec chacune de tes passions. Donc, il faut après apprendre à prioriser et à fonctionner avec tout ça. Est-ce que t'as pas l'impression qu'aujourd'hui, en fait, on a un inconvénient et une chance, c'est-à-dire qu'on a la chance quand même de vivre dans un pays et à une époque où on a accès quand même un peu à tout ce qu'on veut. Je pense qu'on fait partie des quelques pourcents à avoir un toit à manger, avoir la possibilité d'avoir des loisirs, etc. Donc on est très très chanceux. Mais par contre, effectivement, on veut tout faire. On a une forme de boulimie et quand on a goûté à certaines choses, on veut plus arrêter. Et donc après, prioriser devient la plus grosse difficulté et on peut plus... ça devient presque en fait une frustration au bout d'un moment. Bah ouais, t'as raison. Je crois que ça se résumerait à une chose. C'est en fait au final c'est pas composer avec tout ça, c'est juste apprendre à faire des choix et d'accepter accepter ses choix. En fait, c'est juste l'acceptation qui fait de se rendre compte que tu peux avancer dans cette chose-là. Comment toi t'as fait justement pour réussir à accepter? Parce que ça veut dire faire le deuil de certaines choses. Je suis allé à la rupture. Ok, t'as été jusqu'à péter un plomb? Bah, je suis allé jusqu'à ce que j'arrive plus à gérer, et jusqu'à ce que j'arrive plus à gérer, je suis allé à ma limite, et je sais que maintenant, je peux pas aller au-delà de ça, et ben, maintenant, je fonctionne en dessous de cette limite. Et du coup, je suis constamment bien. Ok, t'as réussi... C'est constamment, c'est mon fonctionnement à moi. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien aller à la limite des choses, pour après pouvoir connaître cette limite. De toute façon, est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Parce que on est tous. Bah oui, Enfin, tu vois, comment tu fais, comment tu pourrais faire pour identifier ta limite avant qu'elle arrive? Finalement, Euh, là, on parle de recherche de limites personnelles, hmm. mais là, si je parle d'un sujet, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de, Ouais, on part dans tous les sens, on mais c'est pas parle dans grave. tous les sens. J'ai l'impression que si tu apprends beaucoup de choses sur un sujet, Mhm. voilà, tu peux fonctionner sur ce sujet et aller beaucoup plus facilement dans la réussite de ce sujet que d'aller à la limite de ce que tu peux faire. Oh là, c'était une Vandame que tu m'as fait là. Bah, c'est pas clair. Plus t'en sais sur un sujet, plus tu peux facilement identifier tes limites. Bah, non, c'est pas ça que je voulais dire. Non? Ok. Par exemple, les enfants, on va dire que dans l'éducation, sur une notion que je veux leur apprendre, ou où j'ai envie qu'ils se couchent tôt, j'ai envie qu'ils mangent des légumes, etc., bah, jusqu'où je vais pour leur imposer de manger des légumes. Ah! D'accord? Dans la limite de leur mécontentement, est-ce que je force ça? Et donc j'essaie d'aller un peu au bout en général de cette manière. Ouais. Voilà, alors que si j'avais su à l'avance que au final, bah, l'enfant, son cerveau, il fonctionne de telle manière, du coup, il pourra pas comprendre cette notion, ou tu pourras lui faire passer, mais en ayant un discours qui est un petit peu Ok. différent, j'aurais utilisé un peu moins d'énergie. Mais moi, j'ai pas cette capacité de comprendre globalement les choses, j'ai besoin de les expérimenter, Hmm. et une fois que je les ai expérimentés, ce que je vais apprendre va me donner la globalité de la compréhension. Ouais, Enfin, mais est-ce je qu'on suis peut pas, over. est-ce qu'on peut pas faire un mix des deux? C'est-à-dire, tu te documentes et tu fais appel à des gens qui connaissent bien le sujet. Et quand tu vas faire tes expérimentations, je pense que tu vas gagner du temps. Bah, C'est-à-dire que c'est sûr. plutôt que de tester 10 trucs, tu vas en tester 3. A priori, il y en a déjà 2 qui vont être bons, et puis un troisième qui va pas être bon, et plutôt que de passer ton temps à foirer. Bah, tu sais, on est un petit peu la génération de l'éducation positive. On est vraiment allé dans une éducation où la science nous a dit, bah, ce serait bien de faire comme ça, comme ça, comme ça. Mhm. Et puis en fait, il n'y avait pas les nuances associées au cadre, Ouais. des choses qui sont essentielles. Et du coup, nous, on s'est un peu trop embrigadé dans les explications, les machins. Ce qui fait qu'on utilisait vachement d'énergie à ça. Il n'y avait pas de résultat parce qu'on a des enfants assez, pas caractériels, mais ouais, si, Les enfants. caractériels. C'est des enfants, j'imagine. Et du coup, qui lâchent pas non plus. Et en fait, si on avait utilisé cette manière de faire plus nuancée, poser un cadre d'abord, en fait, on savait pas dans quel ordre fallait le faire. En Hmm. fait, il a fallu l'expérimenter. Je pense que, oui, on avait beaucoup lu, ma femme, elle est orthophoniste, donc elle connaît déjà plein de trucs sur l'éducation, le cerveau de l'enfant, etc. Moi, je m'étais renseigné, mon père, pareil, il est au taquet sur les neurosciences, Ok. mais pour autant, bah, le fait de le vivre aura été comme apprendre les langues étrangères. Faut le vivre un peu quand même. Faut avoir certaines notions, mais faut le vivre un peu et après revenir aux notions. Et je pense qu'il faut toujours puiser un peu dans les deux. Là Voilà. où j'en suis par rapport à ça, je suis complètement OK avec la notion d'éducation positive, où on sait qu'un cerveau se développe mieux s'il est dans un cadre où il se sent sécurisé, mais il y a la notion de cadre. Et l'autre aspect, où des fois dans l'éducation positive, on a peut-être un peu oublié les besoins fondamentaux. C'est-à-dire que tu peux faire une éducation positive psychologiquement parlant, mais si en gros ça fait que ton gamin il bouffe que des bonbons, il se couche trop tard, il dort pas, il bouge pas, il reste collé devant un écran, etc. Ben en fait son corps ne reçoit pas les nutriments nécessaires, il ne récupère pas comme il faut, donc en gros tu peux être aussi positif que possible, ben il est en danger même par rapport à sa santé, et il va même pas pouvoir intégrer correctement bah, ce que tu veux lui transmettre, ou ce que tu apprends quand tu es en société, les échanges, les machins, etc., les codes de fonctionnement. Donc, en soi, éducation positive, oui, carrément, mais sans oublier les besoins, la pyramide de Maslow, quoi. Ouais, c'est la pyramide de besoins, quoi. La pyramide de besoins. Et après, ce qu'il y a, c'est que je pense, je sais pas à quel point, mais un enfant n'a pas toujours peut-être la capacité, tant qu'il n'est pas complètement mature, d'identifier ses besoins fondamentaux, ou en tout cas, face à, tiens, on a passé Halloween là, face à un bonbon, entre le paquet de bonbons et les légumes et autres nutriments nécessaires, son choix il est vite fait, alors qu'on sait très bien que c'est pas forcément le mieux. Oui, non, tout à fait. Je suis d'accord avec toi.
Donc, là, on a parlé, on est revenu sur la parentalité, justement, par rapport à ça. Donc, si on refait un peu ta présentation, là, je t'ai présenté comme coach en trail. Tu as une formation d'ostéo, tu l'as dit rapidement. Ouais. Tu t'es formé, si je me trompe pas, aussi avec la clinique du coureur. Mm. Donc, tu es un peu constamment en recherche de t'améliorer sur ce sujet-là. Et en tout cas, pour avoir travaillé avec toi, je sens que tu as toujours un peu le syndrome de l'imposteur en te disant est-ce que je suis assez légitime dans mon domaine? Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, on en a déjà parlé, mais plus tu en sais sur un sujet, et puis tu as vraiment l'impression de pas en savoir assez. Ouais, Et c'est cette, je sais plus comment elle s'appelle, cette courbe-là. Où quand t'apprends un tout petit peu au début, t'as l'impression d'être un monstre. t'as l'impression que tu sais tout. Et puis plus tu creuses, plus t'as l'impression d'être une énorme quiche. Je pense que quand t'en sais un peu, t'as tendance à généraliser, et plus t'en sais précisément, et tu sais que chaque chose est précise et nécessite un gros savoir, quoi. On l'a constaté, moi je meurs de rire à chaque fois que je vois les commentaires sous tes vidéos. Parce qu'on l'a constaté, en fait, il y a vraiment les gens qui sont dans l'échange, c'est cool. Ouais. T'as les gens qui viennent demander un conseil premier degré en imaginant en fait qu'ils sont en message privé. Tu vois. Et là ça commence à être difficile de répondre à tout le monde. Et puis t'as vraiment les gens qui disent bah, c'est vraiment de la merde ce que tu racontes parce que ça c'est comme ça. Et à chaque fois qu'on essaye de creuser un peu le sujet, on se rend compte que ça ne repose que sur l'expérience personnelle des gens ou alors une source un peu fumeuse ou voilà ça manque un peu d'appui quoi. Bah, enfin, la course à pied, c'est quelque chose. Enfin, le sport en général, c'est en perpétuelle évolution au niveau de la science, etc. Puis pas qu'au niveau de la science, au niveau. J'écoutais un podcast de Adrien Séguret hier encore, et justement, il faisait ce rapport à la science et à l'expérience, et il disait bien qu'on est toujours en train de puiser dans l'un et dans l'autre pour pouvoir pour créer l'entraînement, puisque de toute manière, c'est tellement dépendant du coureur, du terrain, des conditions, le contexte, tout son environnement, que c'est difficile de se dire que ça va être comme ça ou comme ça. En fait, c'est constamment en mouvement. Voilà. Donc oui. Donc il y a pas, là je reviens sur mes questions moi de futur coureur on va dire. Euh, Malheureusement tu vas pas avoir une recette miracle à me donner quoi. Non, j'ai pas de recette miracle, et puis faudra bien qu'on parte de l'objectif que tu as. Parce que Ouais. première chose que tu m'as parlé, c'était de perdre du poids. Ouais. Voilà. Puis tu t'es mis un peu à courir, puis tu m'as dit que tu commençais à aimer ça, en fait. Ouais, alors ça, j'ai jamais aimé ça. Est-ce que c'est un truc de daron ou un truc de vieux, tu vois? Mais parce que on est d'accord, j'ai l'impression que l'âge avance en fonction des distances. Est-ce que alors après il y a peut-être une limite, mais c'est-à-dire que tu vois sur des sports dynamiques et tout ça, t'as plutôt des jeunes, et voilà. Et quand on arrive sur du fond, sport de foncier, c'est quand même un peu plus âgé généralement. Ben oui, et on pourrait en venir même à qu'est-ce qu'on recherche quand on court longtemps, en fait. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais pourquoi? Bah, Pourquoi vous allez si loin, si longtemps? Je pense qu'il y a plein de notions. Il y a plein de notions. Si je prends la mienne, en tout cas, il y a un terme qui s'appelle le flow. Ouais. Le flow, c'est un petit peu la perception de te sentir courir, être en accord avec le moment présent, la nature, la sensation sur quoi tu es en train de courir, ton corps qui est en santé, qui est bien. En fait, et ça, c'est. Tu es en train de courir, faire l'effort, et ça regroupe un ensemble de choses que tu aimes d'un coup, sans effort. Moi, je pense que Oui, oui. moi, c'est pour ça que je m'entraîne. Enfin, que je m'entraîne autant. Pour atteindre cet état de flow. Ouais, c'est ça. Quand T'as l'impression que tout est au bon endroit, au bon moment. Tout est parfait. Ça, je l'ai eu un peu, même sur des phases de travail, toi, même bureau, etc. Pardon. Et ce qui est presque frustrant, c'est qu'en fait, quand t'es dans l'état de flow, t'en as presque pas conscience, et c'est quand t'en sors que tu t'en rends vraiment compte. C'est le truc ultime, ce serait... C'est presque une peur en me disant si je suis dans un état de flow constant, je vais pas voir ma vie passer, quoi. Je vais être dans un truc où je plane tout le temps, complètement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais l'objectif, du coup, il va être différent pour chaque personne. Voilà. Donc, il est à déterminer vraiment au début. Il évolue en plus en cours de route. Et puis à la fin, tu as peut-être envie d'autre chose. Tu vois. Donc, c'est cet objectif qu'on essaie de suivre, en fait, par rapport au coureur. Et si toi, c'est perdre du poids, ben, on peut aller dans
perdre du poids. Si c'est pour commencer à kiffer, donner des objectifs de défis personnels, parce que souvent la course à pied, c'est un peu ça quand même. Ça... Ouais, d'ailleurs, quels sont la plupart du temps, ce qu'on te demande, hein, tu vois, enfin, quels sont les objectifs qui arrivent le plus fréquemment? Euh, Quand je prends un coaching, je fais d'abord un entretien. Ouais. Enfin, un entretien. En fait, c'est une discussion pour connaître un peu le coureur. Et quand il prend rendez-vous, il a un questionnaire que j'ai rédigé. Et dans ce questionnaire, j'ai mis deux, trois phrases sur c'est quoi, pourquoi vous courez. Enfin, c'est quoi votre finalité de la course. Et donc, c'est moi, je veux finir les courses, même si pour ça, je dois ramper. Ok. Et puis l'autre, c'est je veux finir les courses, mais je veux mettre tout le monde à l'amende. Donc il y a Ah, plutôt un aspect il peut y avoir un côté compétitif, compétition vis-à-vis des autres, voilà, vis-à-vis de et un autre soi-même. plutôt défi, et puis un autre, je veux kiffer, regarder le paysage, voilà. Et du coup, ça balaye un peu plusieurs notions que je trouve intéressantes. Et souvent, les gens me disent ça, mais au final, ils n'ont pas exactement cet objectif précis, c'est un peu plus nuancé. Bah, j'ai l'impression qu'il y a, il y a souvent l'objectif officiel et l'objectif officieux. C'est-à-dire ce qui fait bien à dire. Moi, j'ai envie de montrer l'exemple à mes enfants. J'ai envie de, toi. Et puis t'as l'objectif officieux que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est j'ai envie d'être beau quand je suis tout nu. Genre, j'ai envie de me plaire. Et après, me plaire, c'est pas que physiquement, mais j'ai envie de me retourner sur mon parcours en disant, ouais, je suis quand même fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai tenté. Ouais. Voilà, c'est bien ce que j'ai fait. Et il n'y a pas que pour montrer l'exemple, mais vraiment aussi, égoïstement, j'ai envie d'être fier de moi. Bah, majoritairement, c'est plutôt un défi, quoi. C'est Ouais. plutôt, j'ai envie d'être fier de moi, je pense. Réussir des choses, me dire que je peux faire ça, me dire que je peux faire ce gros objectif. Et puis aussi parce que les gens qui viennent en coaching, c'est des gens passionnés. Ouais. C'est des gens qui adorent ça. Il y en a qui découvrent et qui ont envie de faire les choses bien. Comme tu m'as dit, j'ai pas envie de me blesser. Et j'ai des très courtes distances. Et il y a des très très longues distances avec des très gros formats sur des 300 km et peut-être plus à venir, j'espère. Ouais. Et du coup, ça, c'est un super défi personnel, et même pas que personnel, parce que ça engage jamais que la personne. Plus les défis sont gros, Ouais, parce qu'il y a des volumes de courses énormes, donc ça joue énormément sur ton planning. Perso aussi. Alors le planning, mais aussi dans l'organisation. C'est-à-dire Ouais. que souvent sur des courses comme ça, t'es assisté. Donc il y a ton mari qui vient t'aider ou ta femme qui vient t'aider, te ravitailler, qui te prépare, qui va aller à droite, à gauche sur les ravitaux pour que t'aies un sac plus léger, ou qui reste à la maison s'occuper des enfants pendant que toi t'es en train de courir dans la montagne. En fait, t'es en train de dire que c'est pas du tout une aventure que personnelle. Enfin, surtout quand t'es en famille, quoi, avec tes papas. Bah de toute manière, quand tu as un objectif, quand tu fais partie d'une communauté, enfin d'un groupe, d'une famille, Ouais. tout ce que tu fais engage l'autre. Toi, Ouais. les enfants, et même, tu vois, là, je suis dans un groupe d'amis, je suis hyper fier d'eux, justement. On est en train de... Ça m'émeut un peu parce que Ouais. je suis vraiment hyper content. Ils sont en train, là, je sais pas pourquoi, depuis un an, ils se mettent tous à courir, à faire du vélo, à faire des traversées à la nage, etc. Et donc, je suis, depuis un an, j'essaie de proposer, enfin, de les encourager à ça. Mhm. Et donc là, ils sont nés sur une lancée où on s'est donné, ça fait cette année, on a fait un objectif, en fin d'année, on fait un autre objectif. Je trouve ça trop bien. Ouais, cool. Et donc, je pense que ça entraîne tout C'est un le monde. cercle en fait. vertueux. Ouais. Ok. Et donc, yes, voilà, le côté défi, le côté compète, défi perso, et ça engage l'ensemble de la famille. Justement, est-ce que tu as, pour toi et pour les gens que tu coaches, rencontré des difficultés? Parce qu'effectivement, quand tu commences à faire des longues distances, si je me trompe pas, l'idéal c'est de pouvoir faire du volume, comme vous dites, donc courir très souvent, plusieurs fois dans la semaine, plus tu préconises des fois de faire du renforcement musculaire, etc. Comment tu cales tout ça? Parce que c'est vraiment une question que j'ai aussi pour moi, où j'arrive à avoir à peu près 3 entraînements dans la semaine où je fais du renfo et un peu de course, moi. Mais si je devais en rajouter, je me dis, waouh, ça va devenir technique. Ou alors je me dis, faut que les loulous grandissent et je les embarque un peu avec moi aussi. Enfin, tu vois? Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, un bon coureur, je crois, je sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça, c'est pas un coureur qui va être bon, c'est un coureur qui aura une capacité d'évolution importante. Voilà, donc il peut être mauvais
Et pour autant, il va vachement bien encaisser les volumes, l'intensité, les exercices, la notion mentale de ce que c'est que l'entraînement, la gestion de famille par rapport à tout ça. Et cet ensemble-là fait que le coureur, il va être adapté à faire je dirais de la longue distance qui est plutôt exigeante sur tous ces plans. Et, et donc, pour pouvoir avoir un certain objectif de distance, il va falloir investir un certain temps, une certaine disponibilité. Et donc, certaines personnes ont besoin de beaucoup et certaines ont besoin de moins. Et ça dépend toujours de l'objectif. C'est pas des coureurs à moi, mais c'est plutôt une généralité de dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui se lancent sur l'objectif très gros et qui ne mettent pas en place tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et du coup, ils finissent la course, ils sont rincés, ils ont des douleurs à droite à gauche, c'était hyper dur la course. Ils ont réussi et ils ont du mérite pour ça. Parce que un coureur qui va faire un 100 km en 15 heures et l'autre qui le fait en 23 heures, je sais pas lequel des deux a le plus de mérite. Ouais. Hein. Pour autant, ils ont peut-être pas eu le même entraînement, peut-être pas la même gestion de course, etc. En fait, il y a une notion de mérite à un temps T et de mérite sur le long terme. C'est-à-dire que celui qui a fait 23 heures, peut-être que factuellement, il en a plus chié. Tu vois, vraiment, voilà. Ouais, des chances. Maintenant, celui qui l'a fait en moins de temps... Pendant la course, en tout cas. Pendant la course. Mais celui qui l'a fait en 15 heures, ça veut dire qu'il a eu la punacité, la discipline, peut-être, de conserver un entraînement alors que l'autre a eu la flemme à un moment. Il a mis en place une régularité et des automatismes et il a réussi à mieux gérer son temps, etc. Donc en soi, ça c'est un gros mérite aussi en fait. Donc ça dépend ce qu'on cherche, comme tu dis, quoi. C'est l'objectif est différent pour chaque personne. Mais ça, faut bien le définir au début. Et là, soyons clairs, hein, je vais faire ta promotion et ta pub et je vais te saucer. C'est que moi, je l'ai vu pour le coach, Florian Jaffard, avec qui je bosse là, qui m'a permis de perdre du poids, de me remettre en forme, etc. C'est là où je vois le gros avantage du coach, c'est que justement cette planification, elle est quand même vachement plus simple quand on a quelqu'un qui arrive avec déjà tout un bagage et qui analyse là où tu en es et qui te donne un programme à suivre. Parce que quand t'es tout seul, là, je serais pas foutu de savoir par quoi je commence, en fait. On en a parlé l'autre jour, tu redonneras les mots parce que je les ai pas, mais quand tu fais appel à quelqu'un qui... c'est pas un sachant, mais c'est quelqu'un qui a les informations, qui a déjà analysé, qui a déjà fait un peu qui a déjà vu des cas identiques ou... qui a déjà le recul là-dessus. En fait, quand tu viens et tu lui demandes d'avoir un savoir ou de te coacher, en fait, tu profites de toute cette connaissance d'un coup, en 2 secondes, d'accord ? Donc ça te fait gagner un temps, je sais pas, tu pourras le reformuler, mais ça te fait gagner un temps énorme dans tout ton fonctionnement. Et puis imagine, tu commences comme ça, du coup, tu es déjà sur le bon rail pour l'avenir, même si on est constamment en train d'apprendre, et moi le premier. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression de jamais en savoir assez, comme on disait tout à l'heure. Mais je trouve que c'est bien, parce que tu es déjà sur le bon rail, quoi, pour la suite. Oui, pour moi, je vois un énorme gain de temps. Comme avec toi, le fait d'avoir lancé les vidéos, tout de suite, on savait ce qu'il fallait faire. On n'a pas investi d'énergie dans ça parce qu'en fait, parce que ça valait pas le coup. Et puis, on en a investi beaucoup plus dans autre chose. Et puis, en fait, on voit que ça fonctionne. Et ça, moi, je l'aurais pas fait tout seul. Comme je vois d'autres influenceurs qui montent pas, quoi. Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire un peu de veille pour toi, justement, et que j'ai regardé plein de comptes sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, tu vois qu'il y a vraiment des gens qui, justement, sont très pugnaces, ont une discipline où ils créent du contenu très régulièrement, mais c'est pas le bon contenu, ou ça s'adresse pas à la bonne personne, etc. Et il y a des gens que je sais plus, tu m'as dit, il a 4500 publications, mais il a 1000 followers, quoi. Ce qui fait que ça fait un ratio qui est quand même raide. Alors, s'il continue comme ça, peut-être qu'il fera, mais dans combien de temps ? Et puis, il passe combien de temps dessus, etc. Donc, ce que je disais, la manière dont je le formulais, c'était aujourd'hui, que ce soit en coaching ou n'importe quel service, etc., la connaissance est une commodité. Donc, on peut tous aller la trouver. En course, en vidéo, etc. Tu tapes sur YouTube, tu trouves toujours... Maintenant, le nouveau moteur de recherche, c'est TikTok, maintenant. Où tout le monde va chercher sur TikTok la manière de faire une cuisine, machin, etc. Mais, clairement, ce qu'on vend et ce qui a de la valeur, c'est la mise en application. C'est le suivi, l'accompagnement et le fait de gagner du temps.
Là, moi, mon slogan pour ma boîte, c'est « Tu peux le faire tout seul, je te fais juste gagner 10 ans. » C'est Ouais, ça. mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça, c'est de gagner du temps, en fait. Hein. On paye un service qui nous aide à gagner vachement de temps, quoi. Et puis bah là, ça fait un peu bateau de dire ça, mais la seule chose que tu ne peux pas acheter et que constamment tu perds, c'est le temps. Tu peux pas le rattraper, tu peux pas le récupérer. Et l'idée est pas non plus d'aller toujours plus vite. Le but, c'est pas d'aller à fond. Justement, si tu prends les conseils de la bonne personne, toi, tu vas pouvoir y aller cool à ton rythme, mais sans gâcher de l'énergie sur ton parcours. Bah après, faudra jamais oublier que même si tu fais un coaching, quoi qu'il arrive, c'est toi qui cours. Ah oui, oui, ça je l'avais vu aussi, c'est que tu as des gens qui sont, comment dire, il y a des bons et des mauvais coachés. Il y a des bons et des mauvais coachs, puis il y a des bons et des mauvais coachés. C'est aussi une compétence de savoir se faire coacher. Ouais, et j'aime bien une phrase de Mike Horn Ouais. qui parle Tu de... peux le faire avec l'accent ou pas? Si tu ne feras pas les efforts, ce ne sont pas les efforts qui vont se faire. Non, bref, d'ailleurs, ça, c'est trio. Pour aller au bout d'un objectif, hein, la motivation, bah, ça suffit pas. Hein, donc, c'est motivation et autodiscipline. Et souvent, d'ailleurs, c'est, je pense, majoritairement l'autodiscipline qui prime et la motivation, elle vient un peu dedans. Ouais. Et tu la nourris de ton autodiscipline. Parce que te discipliner, tu te lèves le matin, tu as une séance d'intensité de fractionné, il pleut, il vente, c'est pourri, t'as pas du tout envie d'y aller, les enfants sont réveillés cette nuit, bon, c'est peut-être pas le meilleur contexte pour faire de la très haute intensité, mais en tout cas, dans cet effort, tu y vas, et le simple fait d'avoir fait ta séance va te donner un sentiment de satisfaction qui va nourrir cette motivation et augmenter ton envie d'être plus discipliné après. C'est fou comme... en fait, c'est un peu après que tu l'as aussi. Faut le prendre dans le bon sens, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas la motivation, finalement, le moteur. Non, Ça paraît bizarre, parce que motivation, le mot en lui-même, il déclenche, il déclenche. et il l'entretient peut-être pas. Mais voilà, c'est pas l'entretien, c'est peut-être un starter. Mais si tu laisses le starter, tu peux te noyer, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ça peut... Donc il faut profiter de ta motivation, mais tout de suite mettre en place quelque chose, ton cadre. On y revient au cadre. Au cadre, ouais. Le cadre, il est important pour tout le monde. Et dans le cadre, ça c'est aussi un truc que j'ai constaté, c'est je n'ai pas assez de motivation, je le sais. Je n'ai pas assez des fois d'autodiscipline, je le sais. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les choses soient la plus faciles à faire? Des fois, ça m'a demandé de changer mon environnement, de déplacer, je l'ai déjà dit, ma chaise romaine là, pour faire le renforcement musculaire. Ouais. Si elle était pas au bon endroit, ça me demandait... C'est tout con, putain. Tu te dis, mais t'es vraiment un branleur. Parce que j'étais juste de l'autre côté dans une autre pièce. Et le fait d'y aller, aussi, je croisais mes enfants. Donc, ils me sautaient dessus, machin, etc. Et c'était dur de m'y mettre. Là, maintenant, je sors de mon bureau, je suis devant. Donc, je le fais. Non, mais oui. Et c'est presque, faut essayer de trouver des systèmes qui font que tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Font ton meilleur setup de fonctionnement. Exactement. Et ça passe aussi par, même des fois, de demander de l'aide à son entourage, sa compagne, son compagnon, en disant, voilà, si je veux être opérationnel, pouvoir faire ça, et être complètement dispo ensuite à la maison, est-ce que t'es OK pour vraiment être full enfant à ce moment-là? Moi, je vais à fond, je fais mon truc, comme ça me prend que 40 minutes, et après, je suis là. Alors que si je le fais au milieu des enfants, ça me prend 1h30, quoi. Bah ouais, puis là, t'en reviens encore à l'organisation familiale, du coup. Ouais. Là, c'est un complexe, c'est vraiment très général. Hein. Est-ce que justement, t'as eu dans les gens que t'as coachés ces problématiques qui sont des fois apparues, et est-ce que t'as déjà réfléchi un peu à ça, pas que pour toi, sur l'organisation famille, etc. Quand je prends un coaché, moi je fonctionne par un agenda qui s'appelle Nolio. Ouais. Et en fait, c'est un peu notre agenda commun, et enfin surtout son agenda à lui, et puis moi je m'adapte à ça. Et concrètement, je lui demande de mettre toutes ses indisponibilités, son fonctionnement par rapport à son travail. J'ai un athlète qui a ses enfants un week-end sur 2, et quand elle a ses enfants, elle peut courir que tant de temps, ou des fois cumuler la séance avec ses enfants, donc je peux mettre de la rando course, tu vois. Et moi, je m'adapte un peu autour de ça.
pour que ce soit un peu déjà global par rapport à elle, à mon athlète. Donc voilà, par exemple, des choses comme ça. J'ai un autre athlète qui, lui, travaille le dimanche. C'est le moment où il y a les sorties. Normalement, tu es plus disponible ce moment-là. Donc on organise la sortie longue qui va être un autre moment. Euh, comment dire quoi d'autre. J'ai un autre coureur qui avait un enfant en bas âge. Bah, je lui mettais de temps en temps, bah tiens, là, tu vas faire une rando avec le sac de rando, parce que je sais qu'il a le sac de rando avec l'enfant. Et puis bah là, ça va être sorti avec vélo, avec le siège vélo. Moi, j'ai un autre coureur. À chaque fois qu'il était seul à la maison avec son enfant, il me mettait qu'il n'était pas dispo. Je lui dis, mais t'as un siège vélo? Ouais, bah tu peux pas aller faire du vélo avec lui. En plus, le gamin, il va être Il content. va kiffer en plus. Ouais. Et ouais, du coup, ça lui a plu et il est allé faire du vélo. Ça, c'est un point que j'ai compris aussi, moi, au bout d'un moment. C'était pas inné, hein, que tu peux vivre tes enfants comme vraiment des freins et des boulets, souvent quand t'as une passion. Ah oui. Et alors, tout n'est pas adaptable, mais je pense qu'il y a quand même... faut au moins avoir cet état de conscience en disant, attends, est-ce qu'on peut pas inclure ça? Est-ce qu'on peut pas... là, je l'ai fait avec mes enfants, là, c'était trop cool, où ils sont venus à un séjour colonie sorcier et tout. Et moi, j'étais le reporter de la Gazette des Sorciers, et ils sont venus en tant qu'assistant du reporter, et c'était une dinguerie, c'était vraiment trop bien. En fait, j'étais avec mes deux grands, ma femme était avec les deux petits à la maison ou chez mes beaux-parents, et en fait, ça s'est super bien passé. C'était trop bien, et c'était hyper impliqué, trop content d'avoir des responsabilités, etc. Et c'est passé crème. Et puis bah pour le sport, je pense que c'est vraiment la même chose. Et là, on commence à faire du sport ensemble et à inclure des trucs. Là, mon deuxième qui fait du basket, il est venu avec moi faire du renforcement musculaire, pardon. Et puis je lui ai dit, mais tu sais que si tu bosses tel exercice, pour le basket, tu vas être plus dynamique. Et là, maintenant, tous les jours, il dit, papa, c'est à quelle heure mon renfo qu'est-ce que je dois faire et tout. Et il est ultra à fond. Et c'est un moment qu'on partage. Et c'est un truc... en tant que papa, j'ai trop longtemps essayé de reproduire des activités que faisait ma femme. Ou c'est pas ma cam, quoi. Toi, les trucs, faire des gommettes et des collages et tout, ça me pète les noyaux, ça. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible, ça me fait chier, voilà. Et il y a pas longtemps, je me dis, ben non, mais pourquoi tu proposes pas ton truc? Parce que c'est aussi important que ton enfant se développe physiquement, fasse des activités, même qu'on fasse de l'impro, qu'on invente des histoires, tout ça, c'est des compétences qui seront hyper importantes pour eux plus tard. Et vas-y, en fait. Essaye pas de reproduire ce que fait ta femme ou ce qu'il faudrait faire, etc., quoi. Eh ben, je te rejoins complètement là-dessus. En fait, en plus, même, ça va te créer de la frustration parce que t'es en train de faire des gommettes. Alors, t'as l'impression que ton enfant, il est content. Effectivement, il est content, il fait des gommettes. Mais en fait, tu serais allé faire du bois. Puis tu lui aurais donné une fausse hache que t'aurais fabriquée 2 secondes avant et que tu lui dis de faire du bois avec toi. Et il va être autant content, en fait. Et toi, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu as à faire. Tu le fais en plus avec lui. Non, je parle de bois quand je parle d'aller courir. Des fois, ma fille, je cours un petit peu à côté d'elle quand elle fait du vélo, ou j'avais une charrette, moi, pour les petits. Bah, il y a ça dans une des vidéos qu'on a fait. C'est tout ça, c'est mon matériel. Bah oui. Donc souvent, on allait courir et je les poussais, c'est un peu dur, mais bah, je sais que du coup, cette séance, c'est une séance un peu plus physique. Je vais courir moins vite, mais elle est physique. Puis je sais que je vais m'arrêter tous les 300 mètres parce que non, je vais marcher. Ok, il sort. Bon, bah, des fois, je faisais la chaise, je faisais des squats, puis il faisait des squats avec moi, et puis il remontait. En fait, c'est juste une histoire d'imagination, finalement. Et c'est toujours la même chose, c'est de la créativité. Puis même, quand bien même ton enfant voudrait descendre, monter, machin et tout, tu travailles le mental. Exactement. Tu travailles le mental. Tu travailles la résilience. Voilà. Tu vois, quand t'arrives, et puis, bah là, c'est pas, après, quand t'arrives dans ta course, c'est pas ton enfant qui veut s'arrêter, monter, machin, c'est, d'un seul coup, t'as une côte qui était plus dure que prévu. D'un seul coup, le ravito, il est plus loin que prévu, ou c'était pas ce que tu voulais, etc. Exactement. T'apprends la résilience. Tu travailles ton adaptabilité. Le plus dur, c'était quand même de commencer à aller courir, t'as tout préparé, ils voulaient se mettre en tenue de sport, et on l'a mis en tenue de sport, tu t'es mis en tenue de sport, t'as fait la charrette, t'as été dégonflé, fallait la regonfler. Fallait enlever le petit papier, non, je veux le machin, je veux le livre, t'as tout préparé, t'as mis 35 minutes à tout préparer, vous faites 50 mètres, je vais rentrer à la maison. Bah là, comment tu fais? Bah là, hop, t'es créatif, il dit, oh, j'ai vu un tracteur qui était là-bas, il est énorme, on va voir si on peut aller demander monsieur, si on peut le regarder. Paf, sauf que le tracteur, il est à 500 mètres. Hop, allez hop, on court pendant 500 mètres, et puis tu fais en fractionné. Alors ouais, c'est de plus énergivore. Mais bah, c'est énergivore parce que au début, t'as pas ces réflexes. Mais je pense que plus le temps passe, plus ça devient plus évident. ça devient automatique. Ouais.
Mais je pense que cette capacité d'adaptation, enfin, en tout cas, quand tu deviens parent, soit tu la développes, soit tu pètes une pile, quoi. Y a pas le choix. Donc, et donc, moi, Ouais, je le mais vois comme un avantage maintenant. Parce que ça se retranscrit même dans ma vie pro, quoi. Bah, parce qu'ils sont là, hein, les enfants. Ah bah, ils sont là, et puis, toi, dans la vie pro, quand t'as un client difficile, ou alors un truc qui se passe pas comme prévu, que la météo change, etc. En fait, maintenant j'ai vraiment ce réflexe. C'est pas, oh merde, tu passes pas 15 minutes à te lamenter en disant, ah, la vie, c'est de la merde, c'est dur. Non, c'est, ok, c'est un fait. Vraiment, maintenant, dès qu'il se passe un truc pas prévu, c'est un fait, je l'accepte tel qu'il est. Est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux adapter des trucs? Est-ce que je dois faire le deuil d'un truc, ou moduler, ou déléguer? Point. Bah, c'est pas facile à faire, mais effectivement, je pense, à mon avis, c'est quand même la manière la plus rapide de devenir un TF1, quoi. Bah, carrément. Il se passe un truc, tu t'adaptes, tu réagis, c'est corrigé. Voilà, c'est ça. Et puis aussi que peut-être ça se passera pas comme t'avais prévu. En tout cas, avec les enfants, moi j'ai très vite appris ça. Avec les enfants, ça se passe jamais comme c'est prévu. C'est un peu le résumé d'une course, quoi. Tu t'entraînes Ok. pendant des mois, tu contrôles 100% de ton entraînement, de la VMA, ta VO2, ta nourriture, ton machin. Tout est bordé et calé. Et le jour de la course, bah, on t'a dérouté sur la course. Du coup, c'est pas tout à fait le même parcours. Il pleut. Tu t'es fait réveiller la veille par tes petits. Voilà. Donc, faut aussi prévoir. Tu prévois le plus, tu bordes au maximum le plus possible Mhm. en acceptant que tu peux pas aborder complètement l'imprévisible, quoi. Bah, ouais, Ou alors border l'imprévisible en te mettant souvent dans des situations imprévisibles. c'est ça. C'est-à-dire c'est à l'entraînement faire en sorte d'être souvent dans la sauce. Dans le bordel. C'est ça. Pour Je veux que que tu partes, mais que tu oublies un bâton. Sur les deux. T'oublies un bâton. Tu prends pas d'eau. Surtout, on voit pas d'eau. c'est ça. Ouais, tiens, là, on fait une petite digression, parce que ça m'a fait tellement mourir de rire. Une des premières vidéos qui a vraiment explosé qu'on a faite, Arrête de boire. Arrête de boire, où j'ai constaté à nouveau, ça me fait mal, mais c'est vrai que quand tu glisses une imprécision dans une vidéo, tu peux être sûr qu'elle fonctionne mieux. Là, justement, par rapport à ta vidéo, donc, tu disais volontairement, en étant un peu choquant, qu'il fallait arrêter de boire quand tu cours. C'était évidemment que le début et qu'il y avait un contexte et des choses que tu apportais derrière scientifiques pour mieux comprendre ça, sur le fait que tu pouvais des fois trop boire. Et au lieu de parler, je crois, de concentration d'un certain élément, de sodium, t'as parlé que tu perdais du sodium, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Alors là, dans les commentaires, mais ça a été une volée de bois vert, mais... Bah, effectivement. Et comme les gens ont commenté, enfin, là je viens un peu plus sur ma profession, les gens ont commenté, que ce soit des mauvais ou des bons commentaires, en fait ça a fait voir ta vidéo. Et puis dans tout le tas de gens qui ont vu, il y a certains qui ont bien compris que le but n'était pas de faire un TEDx sur le sodium et l'hyponatrémie, mais que c'était apporter le début de réflexion que des fois ça sert à rien de se noyer de flotte quand tu cours, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis maintenant, ils le mettent même sur les intitulés de certaines courses, là. Je sais Ok. plus, sur une course UTMB, c'est écrit attention, buvez pas trop. C'est vrai? Hmm. Ah maintenant c'est carrément... Bah, je sais plus sur quelle course, j'ai lu ça encore la semaine dernière. Attention de pas trop boire pendant votre course. Hmm. Donc non, mais c'est normal. L'hyponatrémie, c'est un risque grave, en fait, en course. On est bourré de clichés sur les quantités d'eau qu'on doit boire. Alors, je n'ai jamais dit qu'il fallait pas boire. En aucun cas. C'est combien de temps? On peut pas tenir plus de 3 jours au max sans boire, à la règle des 3, là. Donc, et je vais pas parler d'activité physique, hein. Si jamais vous avez déjà fait un stage de survie, vous comprendrez que déjà, au bout d'une journée, sans boire une goutte d'eau, ouah, C'est raide. c'est raide, hein. On s'appelle pas tous Kylian Jornet, on peut pas tous faire 7 heures dans la montagne sans boire. Ah ouais, il a fait ça lui? Ouais, c'est ce qu'il dit dans une de ses interviews. Ouais. Souvent, il part en montagne et il a j'ai acheté ça aussi, mais je m'en suis pas sérieux autant que lui. Il a une flasque avec un filtre dedans intégré. Il récupère sa transpiration? Ouais, il transpire pas. Il transpire pas. Putain, c'est vraiment un extraterrestre.
Non, il transpire pas. Non, non, il récupère dans toutes les Les sources rivières, le d'eau qu'il y a. machin. Ouais, il habite en Norvège, donc l'eau, il y en a un petit peu quand même. Voilà, il fonctionne comme ça. Mais non, non, il y a besoin de boire, bien entendu. Hein, buvez à votre soif 400 à 800 millilitres d'eau par heure, voilà. T'as bien retenu le truc à C'est force. ça. L'hyponatrémie, c'est une dilution du sel sanguin et non pas une perte de sel. On est bien d'accord, tout le monde était d'accord de base. Et tu vois, on a refait la vidéo. On En a fait précisant, arrête de quoi. boire 2. Bon, comme tous les deux des films, généralement le deuxième est moins bien que le premier. Mais là, t'as été beaucoup plus précis, beaucoup plus scientifique, etc. Et ça a été moins vu. Je pense que ça a sensibilisé encore plus les gens Ouais. qu'il y a eu cette petite erreur que l'inverse. Mais c'est Ouais, intéressant. ouais, carrément. Le Et cliché, d'où la question de toujours un équilibre quand on crée des vidéos. En tout cas, on souhaite être découvert. Si tu fais le truc très carré, scientifique et tout, bah ça peut être en plus chiant comme la lune, donc ça va pas être partagé, ça va pas être. Mais moi, j'ai à cœur, j'ai cette quête, tu vois, ce graal pour moi, c'est de réussir à créer des scripts de vidéos qui puissent être partagés, qui donnent envie de partager, et sans utiliser trop des tricks et des tips non éthiques, toi. Parce que tu peux vraiment faire des accroches ultra putaclic. Non, non, Tu mais peux, oui. mais voilà, je pense que par exemple, moi, mon outil le plus que j'adore utiliser, c'est l'humour. Voilà, généralement, ça permet de faire passer beaucoup, beaucoup de choses. C'est toujours les émotions qui vont faire que les gens vont le partager. C'est celle que je préfère, faire rire. Effectivement, tu peux être dans le drama et tu peux faire des trucs comme ça, mais Non, mais j'y arrive pas. en fait, on utilise, on utilise tous les systèmes de mémorisation. Ouais. Donc, si on est très factuel, bah, c'est que de l'informatif. Si on est en plus avec de l'humour, du drame, etc., on utilise une composante émotionnelle. Ouais. Et ça facilite vachement l'intégration de l'information. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire du putaclic. Mais il faut pas tomber dans le cliché, quoi. Mais pour moi, il y a le bon et le mauvais putaclic. C'est-à-dire, Oui. si tu fais un truc très accrocheur, mais que derrière tu délivres vraiment une information et qu'il y a vraiment. En gros, la personne n'a pas la sensation d'avoir perdu son temps en regardant ta vidéo. Bah, Moi, je suis OK. Je suis d'accord, en fait, d'aller chercher les gens si on leur apporte un truc. le concept de nos vidéos, enfin, que tu m'as donné de base, on l'a toujours respecté. Accroche, intérêt, Récompense. récompense. Voilà. Et la Exactement. récompense, c'est l'information, l'information complète. C'est ça. C'est qu'on commence avec l'accroche qui va, en gros, appuyer sur un problème que la personne peut avoir, en tout cas que ta cible va avoir. On développe ce truc en disant, bah voilà tous les problèmes, voilà le contexte, etc. Et à la fin, on dit, ah, mais il y a peut-être une solution. On peut essayer ça. Et on peut essayer ça, pardon. Sur l'hydratation, là, on est en train de préparer une petite vidéo sur l'eau pétillante. Vous savez, tout le monde boit de la Vichy, de la Ceinture en course, avant course, après course. Et en fait, on n'en a pas trop parlé, en fait, on sait pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et en quoi ce serait un intérêt et sur quoi ça repose, quoi. C'est ça, ça s'est basé surtout sur les minéraux, sur le sodium qu'il y a dedans. Mais en fait, on va en reparler. C'est très intéressant. Bon, tu peux le dire là de toute façon. Ça me permet de penser à un Bah, truc, c'est qu'on a toujours, quand je crée du contenu avec des gens, ils disent non, je vais pas en parler maintenant parce qu'on va en reparler après, ou tu vois, je voudrais pas saouler les gens avec ça. Non, mais je voudrais avoir l'information complète. Parce Ah oui, que, tu veux bien le faire. mais sinon, concrètement, on boit de l'eau pétillante parce qu'il y aurait... Plus de magnésium, des choses comme ça. Voilà, il y a plus d'électrolytes dedans, notamment le sodium qui nous intéresse. Et il y a aussi des ions bicarbonate, donc c'est le bicarbonate de sodium qui permet une meilleure récupération, etc. Et il y a des études qui ont été faites pour observer, déjà savoir est-ce que l'eau pétillante hydrate autant mieux que l'eau plate. Déjà, c'est pareil. Ok. Est-ce que est-ce que l'eau pétillante te permet de récupérer? Alors effectivement, si ils ont fait des études pour vérifier les taux de bicarbonate de sodium qu'on aurait besoin pour pouvoir avoir un effet sur la fatigue musculaire, la récupération, etc. Ils ont estimé environ à, je sais plus, 0,3 grammes par kilo, et qu'il faudrait prendre une dose de 0,3 grammes par kilo environ 2 heures avant ta course. Ça peut être intéressant.
ce qui correspondrait, si on prend l'eau la plus bicarbone chargée au max, je crois que c'est la Saint-Yor, environ 5 litres 5 d'eau. 2 heures avant ta course. 2 heures avant ta course. Voilà. Imaginez, la question c'est est-ce que c'est pertinent, voilà, de charger autant d'ion bicarbonate, ou alors peut-être prendre un complément alimentaire d'ion bicarbonate. C'est une question. Mhm. Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre de l'eau pétillante, sachant que l'eau pétillante, elle a un défaut majeur, c'est que, Elle fait rôter. en fait, elle crée un inconfort digestif assez fort au niveau estomac, et juste au niveau estomac, parce que du coup, c'est difficile à digérer. Les bulles, le gaz, en fait, ça crée des spasmes au niveau estomac. Et du coup, prendre ça en course, vu l'intérêt, je sais pas, c'est une réflexion. Ouais. C'est ce que j'apprécie chez toi aussi en travaillant avec toi, c'est que tu n'es pas dogmatique. À chaque fois, c'est sous forme de questions. Tu apportes les informations et après, tu proposes aux gens de réfléchir à ça avec les informations. Bah. Voilà, quand même. Ça a l'air d'être assez clair. Non, bah, c'est clair, mais c'est quand même vachement intéressant. Je sais pas, je viens de faire les Templiers là. Et il y Templier, avait c'est une course. le trail des Templiers, ouais. Ouais. C'est une des plus vieilles courses de France, très très belle, vraiment une très belle course, organisation top, les bénévoles, tout le monde est hyper sympa, vraiment super, hein, même s'il y a eu encore une petite montée des eaux. T'arrives sur les ravitaux, et que ce soit cette course ou une autre, c'est à peu près pareil. T'as 5 mètres de longueur de ravito, puis tu dois avoir au moins 25 bouteilles de Saint-Yor, et il y a une petite fontaine à eau, mais dehors, dehors du ravito. Et je sais pas, je trouve ça dommage parce que ça entretient encore le cliché. Et enfin, cette impression pour moi, c'est un cliché. Mais c'est qu'il y a plein de... En fait, il y a plein de clichés qui sont tellement ancrés et tellement acquis qui sont... Bah, ça devient difficile de les remettre en cause, en fait. Ah oui, comme, Mais- comme le sucre, les hypoglycémies en course, etc. C'est Ouais. intéressant. C'est ça. Et il faut qu'il y ait un moment... Mais il y a toujours ce stade-là. Il faut qu'il y ait un moment, un mec qui se pose la question. Il soulève la question et tout le monde dit « Ah non, ouais, c'est bon, on a toujours fait comme ça, machin, nous casse pas les noix. » Le mec, ça lui satisfait pas, donc il va creuser le sujet. Il dit « Non, mais regardez quand même. Et ce qu'il y a, c'est que en face, quand t'as toujours fait d'une certaine manière, voire même t'as conseillé aux gens de faire d'une certaine manière, eh ben c'est très difficile pour le cerveau et pour l'humain d'accepter qu'on ait fait de la merde pendant peut-être 10-20 ans Ben oui. et qu'on n'ait pas donné les bons conseils, etc. Et donc, parfois, bah, on préfère ne pas voir la vérité, l'évidence, Et continuer sur ce qu'on fait. sur ce qu'on fait, plutôt que de meurtrir un peu son ego et de dire, bah, ouais, j'ai dit de la merde, en fait. Ben oui, c'est ça. Et puis sûrement découvrir de nouvelles choses qui nous montreront que finalement, il vaut mieux faire comme ça, comme ça. Enfin, ce qui est important, c'est de continuellement quand même se poser la question. De rester dans la curiosité. Mais c'est ça. Et puis, ce que je viens de dire sur le pétillant, ça se trouve, on va y trouver un bienfait différent dans un an, et puis ce sera faux ce qu'on est d'aujourd'hui. D'où l'importance de le relier aussi à son expérience Ouais. et à ce qu'on vit. Si vraiment fondamentalement tu constates qu'absolument à chaque sortie, à chaque course, si tu prends de la Saint-Yor, tu te sens 1000 fois mieux que si tu prends autre chose, bon, même si c'est un effet placebo. Mais c'est ça. Le conditionnement de cerveau que tu vas avoir, il va te donner l'énergie, il va être associé à ça. Donc franchement, si ça marche, on s'en fout. Ça, c'est un aspect, je sais pas sous quel angle on peut l'aborder, mais l'effet placebo. Je sais pas si on peut parler que d'effet placebo, je sais pas si c'est le vrai bon terme. Ouais, mais si on va sur cet aspect-là, c'est-à-dire que tu vois, c'est pas pour rien, quand t'as des exercices à faire, des fractionnés, des machins et tout, bizarrement, t'arrives toujours à aller jusqu'à la dernière rep, et la dernière rep, tu te dis toujours, putain, là, j'aurais pas pu faire plus. Mais quand ton coach t'en rajoute 2 de plus, et que t'as cet objectif-là, bah, bizarrement, tu vas faire les 2 de plus. Alors peut-être que ton coach arrive à savoir parfaitement combien tu peux en faire, toi, et ta capacité, etc. Mais il y a ce truc-là de... Quand tu te donnes tel objectif, vraiment, tu conditionnes tout ce que t'es jusqu'à cet objectif, et t'as l'impression qu'une fois arrivé au bout, c'est le bout du bout. Et qu'il y a toujours possibilité de... Finalement... Ah oui. Bah, c'est bah, Arthur dans Kaamelott. Combien tu peux faire de pompes ? 1. Fais-en 2. Et finalement, il arrive à en faire 2. Tu dis, regardez, il a réussi à faire 2 fois son maximum. J'adore ce moment-là. ouais, c'est excellent. Mais et bah, tu vois, c'est une composante type du coureur qui a jamais fait de distance. C'est que quand il a fait un 10 km, putain, faire 15-20, oh, c'est chaud, quoi.
Ouais. Puis quand il arrive à 20, il fait ouais. Bon, en fait, puis là, il fait 20 et puis il fait 30, puis 30. Puis c'est pareil à chaque distance. Puis il y a des distances qui sont quand même assez psychologiques parce que le 21, le 42, c'est le Oui, mythique. c'est aussi qu'il y a tout un lore autour de ce truc-là, C'est quoi. ça, Le marathon. Le mur du marathon. Ouais. Arrive et oh, j'ai traversé, c'est bon, je vais finir ma course. Et non, en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça et beaucoup plus simple, en fait. Je suis sûr que tu dirais à ton coureur, non, mais c'est une légende, le mur du marathon à 42. En fait, le vrai mur, il est à 50. Il fait son marathon. Ouais, t'as raison, j'ai pas ressenti le mur. Puis quand il va faire un 100, je dis non. En fait, le vrai mur, c'est à 120. Et je crois que le mur du marathon, je vais pas dire de bêtises parce que là, je suis pas sûr à 100%, mais c'est plutôt estimé autour du moment où tu as vraiment rabaissé tes réserves glucidiques. Et c'est souvent des gens qui sont pas bien entraînés ou bien entraînés, mais qui ne s'alimentent pas pendant la course. Donc, et la marathon, semi-marathon, ce sont des compétitions de haute intensité, voire très très haute intensité. Ça me paraît fou de dire ça, mais... En fonction de ton objectif. Ouais, c'est ça. Voilà. Et quand c'est de la haute intensité, ton corps il va favoriser une utilisation de glucides, substrat de glucidique. Donc en fait, si tu le renouvelles pas, enfin même sans le renouveler, l'objectif étant pas de le renouveler, mais d'essayer de le perdre le moins possible, tes réserves, en mangeant. Parce que ton corps il va favoriser l'utilisation des glucides circulants. Donc en gros, il faut bouffer sucré. Je crois que Kipchoge, là, le meilleur coureur de marathon au monde, il bouffe jusqu'à 120 grammes de glucides par heure. Ok. J'ai du mal à me rendre compte. Est-ce que tu as un parallèle à me faire avec... Le corps, enfin on va dire que quand tu ingères du glucose, tu as des récepteurs à glucose et tu peux assimiler par heure environ 60 à 90 grammes par heure. S'il y a une digression, je m'en excuse. Et si tu prends des sucres un tout petit peu différents, je crois que c'est entre fructose, maltodextrine, glucose. Je ne sais pas exactement quelle est la différence. Quand tu varies le type de glucose, en tout cas. Voilà, ça vient sur un récepteur un petit peu différent. Ok. Ce qui fait que tu peux assimiler peut-être encore un peu plus. Sauf que ça, au niveau de la paroi digestive, en fait, ça crée une surutilisation. Ça peut créer des inflammations, des inconforts digestifs très forts. Et donc, ingérer autant de glucides, c'est pas donné à tout le monde. Et quand je te demandais un parallèle, c'est en gros, je sais pas, tu trouves 20 grammes dans quoi? Tu vois, une barre chocolatée, c'est quoi? Ou tu vois, pour savoir à peu près à quoi ça correspond? Une pâte de fruits, c'est environ 21 grammes de glucose. Ok. Un gel Morten 160, c'est environ 40 grammes de glucose. Ok. Et nous, par exemple, il vous faudrait... Si on voulait avoir entre 60 et 90 grammes, si on veut avoir, allez, 90 grammes, vous multipliez, quoi. C'est ça. Ok. Il vous faut 4 pâtes de fruits par heure, mais au moins. 4-5 par heure. Va bouffer 4-5 pâtes de fruits. Je me rends pas compte, je connais pas. Je me rends pas compte, en fait. J'ai vu dans tes vidéos plusieurs fois que, effectivement, l'alimentation, c'est souvent ça qui fait que tu pars en couille pendant les courses. Ça dépend quel type de course. Par exemple, en marathon, tu cours, t'as pas de matériel sur toi. Enfin, tous les 5 km, t'as un ravito. Éventuellement, t'as peut-être des gels sur toi, des coups de fouet, comme ils appellent, ou des gels Morten dans tes poches. Et puis, tu prends de l'eau au ravito, ou alors, des fois, il y en a qui courent avec des flasques. Bon, nous, quand on fait du trail, cours aux longues distances, souvent, t'as un sac, une ceinture. Et tu peux cumuler ton alimentation avec de l'hydratation sucrée. Pendant les vidéos, on a rigolé, extrapolé toute l'alimentation. Donc, je parlais de la marque NAC, etc. Mais clairement, le drink, donc la poudre de chez NAC, il y a tout dedans, quoi. Donc si tu prends ce drink, à côté tu prends une petite pâte de fruits ou un autre gel, tu les as, tes 60 à 80 grammes par heure. Le truc NAC, là, c'est pas le truc dégueulasse Alors... Non, c'est pas les pâtes, les pâtes de dattes avec du sel dedans. Alors c'est dégueulasse à mon goût, parce que moi, en fait, j'aime pas les dattes. Ok, d'accord. Alors que les dattes, c'est trop bien, c'est protéiné, c'est sucré, il y a tout dedans. C'est un bonbon pour moi. Ah ouais, mais c'est juste trop bien. Mais moi, j'aime pas ça, et la majorité des pâtes de fruits, c'est aux dattes. Donc ce n'est que mon avis. En soi, tu prends le truc NAC, la purée NAC, il y a tout dedans. C'est pareil. Et c'est hyper complet. T'as quoi, 250 kilocalories. C'est génial. Si je pouvais bouffer que ça, ce serait génial, mais j'y arrive pas. Ok. Je m'alimente autrement, mais ça, c'est personnel. Ok. J'ai envie de revenir un petit peu. On va
Là, l'émission commence à être un peu longue déjà, mais en tout cas, trop bien. Ça fait un paquet de bons conseils déjà, et on voit mieux comment tu bosses. Ok, on voit bien à quel point c'est. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment personnalisé, quoi. Et la notion de suivi est vraiment importante. Ah ouais, c'est vraiment ce qui fait le cœur du. Parce que des préparations d'entraînement, tu peux en avoir plein. Il y a pas l'entraînement. D'ailleurs, un entraînement ne va pas changer ta capacité à être bon ou pas. C'est, c'est vraiment cet ensemble global. Le coaching, c'est vraiment de la relation humaine. Et, tu vois, j'ai un coach qui m'a demandé que je le coach. Et du coup, on discutait et on était vraiment d'accord sur le coaching en se disant, la coaching, c'est une relation en fait. Les gens, ils viennent chercher un contact humain et une adaptabilité et une compréhension, une écoute, quoi. Ouais. C'est ça mon boulot. En plus d'avoir cette capacité exceptionnelle à créer des entraînements de dingue. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu dirais que ce soit peut-être l'ostéo ou même en tant que coach là, comme tu coaches des gens et tout, est-ce que tu vois un peu une transversalité avec ton rôle de papa? Enfin, est-ce que que ce soit ton rôle de papa qui prend soin de tes enfants, bah tu prends soin aussi de tes coachés, et inversement, ce que tu as rencontré dans ton boulot, des fois tu le retranscris dans la vie de famille? Bah, c'est ça. Ça fait presque 14 ans que je suis ostéo, 13 ans. Putain la vache. Ça va vite. Ouais. Et en fait, j'ai mis vachement de temps à comprendre que les gens, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, en fait. Hmm. Et moi, j'étais factuel. J'avais envie de traiter. Faut traiter et que ça aille mieux, quoi. Ouais. Et les enfants, c'était pareil. Je veux les éduquer. Tu vois. Ok, En fait, je vois. ils veulent qu'on prenne soin d'eux. Et puis, je suis allé à la limite de tout ça, tu vois. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, ils veulent qu'on prenne soin d'eux. Donc, ça fait quelques années maintenant que j'essaie de prendre soin des gens. Je me souviens que dans formation, c'était avec Christophe Mallardet, il nous pose la question à la fin, bon, qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation? Et je lui dis, moi, je lui dis que ce que j'avais envie, c'était de prendre soin de mes coureurs, en fait. Je sollicitais trop parce que je voulais qu'ils fassent trop d'intensité, je voulais qu'ils fassent des séances de dingue, trop bien. Et en fait, faut prendre plus soin d'eux. Donc c'est ça. La parentalité, mon boulot d'ostéo, ça m'a appris à... Ok, moi qui suis plutôt un solitaire qui aime être tranquille, bah j'aime bien avoir ce rapport one-to-one pour pouvoir aider les gens. Ça, j'aime bien. Hmm. Ouais, donc Dans ce que j'aime, hein. on se détache un peu du côté performance quelque part. Parce que même en ostéo, tu vois, t'as envie d'être performant, tu veux bien passer une technique, tu veux libérer tout de suite un truc, tu veux... Et Bah plus... non, parce que en fait, ça va dépendre de l'objectif du coureur. Moi, j'ai un Oui. coureur là qui cherche la performance. Donc si je lui mets des entraînements qui vont être associés à ça, et en fait, c'est ça qui kiffe. Donc moi, c'est cool. Alors ouais, alors quand je parle de performance, c'est plus ta performance de coach ou ta performance d'ostéo, en fait. De se détacher de ça, et justement pour pouvoir être à l'écoute de ce que recherche vraiment ton coaché, même si c'est de la performance pour lui, en fait. Mais moi j'avais un peu aussi cette problématique là où j'avais envie d'être un ostéo performant, j'avais envie d'être un papa performant, et en fait on s'en fout. Enfin c'est pas ça en fait, je pense qui apporte le meilleur pour les autres. Bah moi, je dirais que en fait, pour la composante de la performance, justement associée à ça, ça en fait partie, quoi. Donc d'être performant factuellement, et pour augmenter cette performance, il faut aussi prendre les petites nuances qu'il y a autour, Oui, ok, qui sont d'accord. essentielles. Et tu vois, tout ça, c'est encore pour cadrer encore plus le truc. Ça fait très Star Wars Yoda et tout. En gros, tu y arriveras quand tu voudras plus y arriver. Là où il faut que faut que tu lâches un peu prise sur le fait de vouloir absolument être le meilleur, Sur la réussite, sur la réussite, et plutôt bien établir l'objectif, bien identifier le chemin, faire en sorte que le chemin puisse se faire, mettre en place un cadre. Mm. Et là, justement, la performance et la réussite, elle arrivera, mais si t'as que ça en tête, si t'as déjà la tête en haut et que t'oublies de faire la première marche, ça va pas fonctionner. Ouais, et puis de faire des erreurs, quoi. C'est dur à dire que on est encore dans l'inconnu, mais l'erreur, c'est ce qui te permet le mieux d'apprendre. C'est trop bien. Alors, Ouais, sans forcément expérimenter tout le temps sur tes coureurs, mais en fait, tu vas en faire forcément des erreurs. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on construit un bon entraînement. Bah, la seule vraie erreur serait soit de ne rien faire pour pas faire d'erreur,
Être trop préventif, du coup, toujours en Ouais. dessous, quoi. Toujours en dessous, et donc pas expérimenter, de pas... Enfin, ouais, d'avoir trop peur de l'erreur, tu expérimentes pas, donc tu progresses pas. Exactement. Par rapport aux enfants, t'as un tel attachement aux enfants, c'est parfois difficile de te dire, bon, je vais expérimenter, quoi. Et ou même de les laisser expérimenter. Tu sais, j'en ai parlé dans une ou deux vidéos où tu le mets où l'équilibre entre toi le laisser tomber, le rattraper et tout ça. C'est bon, j'avoue que là dans mon cas, au bout du quatrième, putain, il se casse la gueule souvent. Hein. De toute façon, t'as pas 4 bras, donc. Oui, déjà. Et puis, bah, effectivement, t'apprends vachement d'expérience, quoi. Là, maintenant que t'as 2 enfants. Juste là-dessus, j'ai ma grande. J'aime beaucoup, tu sais, lui apprendre des notions. Ouais. Et ma femme, elle se foutait de ma gueule avant parce que c'était règle numéro 250 000 de la vie. Ok, je fais pareil avec ma grande. Je dis, tu sais, quand il y a ça, que ça se passe comme ça, oh là là, j'en ai marre, tu m'expliques tout le temps. Oh, bah, on a ras le cul. Je comprends. Donc, ouais, il faut peut-être la laisser se casser la gueule un peu. Alors, ce truc-là, je commence à le faire plus avec mes enfants. En fait, j'ai un gros kiff là, c'est que je commence à pouvoir placer des punchlines de films. Tu sais, ouais, ça, c'est mortel. Tu sais, des trucs à la Yoda, des trucs, enfin vraiment, et qui vraiment collent au contexte. Et ça, c'est vraiment un kiff. Mais justement, comme toi, j'ai appris que quand tu veux balancer une règle de vie et qu'il est pas prêt, il t'envoie chier Une merde. propre. Enfin, propre. Comme un enfant, on dit, ah non, papa. C'est nul, je m'en fous. C'est ça. Ils sont plus polis que ça, mes enfants. Oui, il n'y a pas de je m'en fous, mais par contre, en fait, c'est presque comme moi avec les vidéos marketing et tout ça. Faut leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont dedans. C'est, en gros, est-ce que là, mon grand, il a fait un commerce de stylo plume, là, machin. Et je dis, bah, si tu veux, est-ce que ça t'intéresse d'en vendre plus? Bah ouais, j'aurais plus de sous et tout ça. Bon, alors potentiellement, j'ai un truc à t'expliquer. T'es prêt à l'écouter? Ouais. Ah, c'est bon, t'as ouvert la porte, tu peux y aller, etc. quoi. C'est une démarche très commerciale, ce que t'as. Bah, carrément, mais ça peut être hyper utile, hyper intéressant. Ou, voilà, tu vois, ton frère, il t'a pété les noyaux plusieurs fois. Plusieurs fois, tu lui as hurlé dessus en l'envoyant péter. Tu vois qu'il recommence, donc a priori, est-ce que ta manière de faire est efficace? Bah, non, pas trop, là, non. Ouais. Bon. Est-ce que je peux te proposer une autre manière de faire? Parce que là, ton but, c'était d'être tranquille pour lire. Oui. Et tu recherches la disponibilité, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es open et dispo pour entendre ce que j'ai à te dire? Parce que, bah, fondamentalement, je le vois, hein, même moi, je le fais encore, mais je vois plein de parents, en fait, qui veulent dire, mais non, mais il faudrait que tu fasses comme ça. J'ai dit, mais même toi, en tant qu'adulte, t'as un mec qui arrive et qui dit, tu devrais faire comme ça, t'as juste envie de l'envoyer chier, quoi. Ouais. Ça, je le fais souvent, ça. C'est infernal. Mais c'est pas facile, et puis bah, parce que t'as pas tout le temps l'énergie ou le recul sur la situation, etc. Mais bon, une fois de plus t'expérimentes, plus ça devient un réflexe, plus ça devient facile, et tu te rends compte que... Voilà. Ouais, t'as affaire à de l'humain, quoi. C'est ça. Et comme n'importe quel humain, si tu veux lui transmettre un truc, il faut qu'il y trouve un intérêt. Y a pas... Quand tu dis à ton gamin... mais range ta chambre. Mais lui, il s'en fout, en fait. C'est-à-dire que sa chambre rangée, ça lui change absolument rien. Ça va pas lui apporter un plus. Même limite, quand il va ranger, il va devoir casser le truc qu'il avait commencé à construire et tout. Ça, même, c'est un désavantage. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse des Lego? Ouais. Bah, il faut qu'on fasse de la place. Ouais. Voilà. Vas-y, on range tout, là. Viens, on va ranger. C'est ça. Exactement. Et puis, ça peut même devenir un jeu et tout. Mais, une fois de plus, ça demande un peu d'énergie parce que toi, en tant qu'adulte, c'est pas ton réflexe à la base. Toi, en tant qu'adulte, c'est devenu un réflexe de ranger quand t'as fini, etc. Eux, ils s'en cognent le coquillard complètement, quoi. Exactement. complètement. Le coquillard. Ouais, maintenant, donc, t'as 2 enfants. Ouais. Comment ça s'est passé? Donc, premier enfant, ça a chamboulé un peu tout, j'imagine. Deuxième, comment ça s'est passé? Comment t'as vécu le truc? Et là, on voit les cauchemars qui reviennent. Bah, je dirais qu'un enfant à bas âge, c'est quand même complètement différent d'un enfant à partir de 4-5 ans, quoi. Ouais, parce que... Bah, il y a une...
comprends rien. Je comprends rien avant. On va pas se mentir, il y a un manque de connexion encore qui est pas fait, quoi. Oui, il y a une maturité qui est pas là, et oui, oui, carrément. Même ne serait-ce que en gros, d'avoir le langage. Donc déjà accepter que la relation que tu vas avoir avec, elle va se limiter à que ça. Même si toi tu veux être papa, je veux tout ça. Mais non, pour l'instant, en fait, tu peux avoir que ça. Et puis plus il va grandir, et plus tu vas pouvoir augmenter la relation avec ton enfant, tu vois. Ouais. Donc la première, au début, bah moi j'ai, comme d'habitude, je suis allé à mes limites, et aux siennes d'ailleurs, et celles de ma femme, et bref. Et du coup, on a été au taquet on trouvait qu'elle était difficile, etc. et tout, mais en fait, c'est parce que nous, on a toujours buté sur le fonctionnement. Vous étiez en plus en confrontation, quoi. Alors, pas entre nous, avec Ouais, ma ouais, femme, mais- mais mais- avec notre fille. En fait, elle a eu des problèmes de sommeil au début, donc elle arrivait vraiment pas à s'endormir, ou elle dormait pas la nuit, elle mangeait la nuit, enfin, c'est un bordel, il y avait toujours un truc. L'endormissement, c'était hyper compliqué, etc. Et puis avec l'éducation positive, tu peux plus les assommer maintenant. Enfin, voilà. Ouais, non, on avait arrêté, parce que avant, enfin, son cou qui passait parfaitement dans l'anxiété. Et ça, du coup, on nous a dit non. Non. Non, pas du tout, mais concrètement, ça a été vraiment très difficile au niveau énergie. La première année, c'était horrible. Clairement, non, on voulait pas de deuxième enfant, ça, il n'y a aucune chance. Et puis, elle a grandi. Et puis, Et puis on oublie. puis on est con. Non, on oublie. Puis ça s'est bien passé. On commence à créer une relation qui était de plus en plus proche. Puis au bout d'un moment, t'as pas trop le choix, tu les aimes, quoi. J'aime bien. À un moment, t'as pas le choix, tu les aimes. Donc bah là, c'est terminé, c'est game over. Ils font partie de toi, de ton quotidien, tout. T'as envie de rentrer le soir, t'as envie d'aller les voir, t'as envie de les prendre dans les bras. Quand tu pars, t'as envie d'être avec eux. Mais tu te poses des questions, bah, je vais partir pour 3 heures de course à pied, là. Et lui, il va rester à la maison. Papa, pars pas. Tu vois, tout à l'heure, je suis parti, mon dernier, il était dans le lit. Non, t'en vas pas, pourquoi tu pars? En mode, tu m'abandonnes? Hmm. Bah ouais, bah, en fait, aujourd'hui, déjà, je me suis planté, je savais même pas que c'était férié. Je pensais que ce matin, je devais les emmener au centre de loisirs, venir faire le tournage aujourd'hui. Pas du tout. Donc Pauline, en fait, elle se retrouve encore, ma femme se retrouve encore avec les enfants toute la journée. Et moi, je suis encore pas là. Et donc, non, donc la petite, Olivia, la grande, première année, c'était très dur, puis plus ça allait, plus c'est facile. Plus on a partagé des activités, et plus, du coup, c'était vraiment agréable. Au bout de 3 ans, bah, la petite, elle était vraiment bien, autonome, elle jouait même toute seule. Elle Son avait calme. appart. Son appart, elle gagnait sa thune. Non, elle était vraiment autonome, et puis c'était, je pense, l'autonomie que nous, on avait besoin aussi pour Mm. pouvoir se retrouver avec ma femme, avoir nos activités aussi, parce qu'on n'est pas qu'un parent, quoi. Mm. Et Maintenant, vous êtes deux. ouais, on est deux. Ouais, c'est ça, on est deux. Donc voilà, on a voulu avoir un deuxième. Puis en même temps, on s'est dit que du coup, va moins nous solliciter. Si un deuxième sollicitera le petit. Ouais, non, c'était pas trop le cas au début. Non, mais concrètement, deuxième, ça s'est passé à peu près pareil que le premier. Ça a été vraiment très très dur pour nous. Pourquoi? Parce que, bah, cerveau buté, en fait. Alors, tu dis Non, ça a de été ta dur. part, tu veux dire, cerveau buté. Ouais, de ma part, au niveau sommeil, j'ai vraiment pas bien géré. Le petit, il a eu des problèmes de sommeil en fait pendant toute la première année. Les deux ont eu des reflux. Ah oui, ok. Il s'alimentait mal. Et surtout lui, il a beaucoup vomi. Et ils étaient tout le temps gênés. Il fallait les avoir toujours verticales et les avoir dans les bras. Et ça a duré super longtemps. Et moi, j'arrivais pas à le gérer. C'était encore pire. Encore pire avec le deuxième pour moi qu'avec la première. Et, euh, et, et donc bah là, c'est sûr que je courais plus. J'ai arrêté la course à pied pendant un moment. J'ai arrêté toute activité physique. Donc tout ce cumul-là fait augmenter cette petite Et quand tu dis pression. j'étais buté, c'est que quoi, il aurait fallu lâcher prise sur quoi pour que ça se passe mieux? Bah, par exemple, quand Pauline n'est pas là, quand ma femme n'est pas là, et que j'ai les enfants que pour moi, bah ça se passe bien. Ok. Et ça n'a aucun rapport avec ma femme, puisqu'en fait, elle s'occupe juste trop bien des enfants. C'est juste que moi, je suis
du coup disponible à 100% pour les enfants. Ok. Et c'est que lié, j'ai remarqué que c'était lié uniquement, j'ai quand même mis 5 ans pour le comprendre, à ma disponibilité. Disponibilité, pas que physique. Ouais, Mentale. mentale, aux Mentale. enfants. Ouais. C'est pas parce que t'es à la maison que t'es à la maison. Ouais. Et du coup, je me suis mis là depuis quelques temps à fond disponible pour les enfants. Enfin, je rentre à la maison, je suis enfant, quoi. Et là, là, ça se passe trop bien. Même le coucher, c'est plus facile, tout a changé. Hmm. Putain, mais si j'avais pu dire à moi, il y a 5 ans, bon, je l'aurais pas cru parce que moi, je fonctionne par Oui, il faut que t'ailles au taquet, quoi. Voilà, mais quand même. En même temps, si c'est ton toi du futur qui arrive, ah, peut-être je pense que t'aurais fait waouh! Ah Oh, ouais! putain. Oh putain, comment t'as fait? Faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Oui, carrément. C'est prévu. Cool. Et ouais, non, voilà. Donc, ça a mis vachement de temps et maintenant que je suis vachement disponible avec le deuxième, bah, c'est carrément mieux, quoi. Ça n'a rien à voir. Je comprends. Voilà. Et même maintenant, quand je fais un truc, et que avant, dès que je faisais quelque chose, j'avais tendance à passer vite fait sur la demande de mon enfant. Alors que maintenant, bah, je le prends dans les bras, et puis je l'écoute, et puis je vais faire un peu, tiens, prends la cuillère. C'est parce que je sais que pour l'instant, il a besoin d'être avec moi, ou il a envie de faire un truc avec moi, ou bon, bah voilà, j'ai pas envie de faire son livre, j'ai pas envie de lui lire une histoire, ça me gave, là. Là, j'ai envie de faire de la pâte à pizza. Tu t'es pris de passion pour la pizza. Passionné de la pizza. Et donc, du coup, bah, je lui fais faire, je le fais touiller, quoi. Voilà, et puis là, il y en a pour 10 minutes, puis il est trop content. Et puis moi, du coup, je suis disponible pour ce que je veux faire, puis je suis disponible pour lui. Ouais, mais c'est fou, hein, ça que ça paraît évident quand tu l'as compris. Tu vois, ça paraît. Mais il y a aussi, je pense que même si tu le sais avant, il y a quand même un truc qui doit se décanter un peu dans ton cerveau de papa, cette capacité, ok, à se rendre disponible et. Non, mais attends, toi, t'es le summum de la toi et ta femme, vous êtes le summum de la disponibilité pour vos enfants. Vous avez 4 enfants. Oui, mais je suis pas, Non, mais t'es pas tout le temps disponible. je suis pas tout le temps disponible et à la maison, je pars de par mon boulot. En plus, il y a cette notion créative et tout. J'ai souvent quand même l'esprit qui part ailleurs. Eh, mais moi, je réagis plutôt par... je vais m'énerver, quoi. Ah. Moi, je me transforme en Super Saiyan. Mais plutôt Vegeta que Sangoku, quoi. Plutôt végétal. C'est ça. Ouais. C'est dans mon Mais tempérament. je l'ai déjà dit, moi, je suis beaucoup trop feignant pour m'énerver. Ça me prend trop d'énergie, ça me plombe complètement et je sais pas, ça, en fait, la mauvaise ambiance que ça crée me met tellement mal à l'aise que je le fuis presque. Et il y a des fois où j'ai vraiment de la colère, où j'aurais besoin d'exploser, mais justement, j'ai essayé de développer des trucs pour mieux gérer ça. Et même maintenant, avec ma femme, on a vraiment ce réflexe. Quand je l'identifie, je le fais, mais sinon, elle me dit non, mais va dans la chambre, détends-toi, et puis reviens après, parce que là, tu fais que de la merde, concrètement. Ça marche d'ailleurs très très bien. Hein. Bah oui. Pour nous, dès qu'on a une émotion, c'est pas fuir, c'est juste... Mais non, mais c'est un besoin. Ah ouais, mais C'est un besoin. Et puis surtout, si tu restes dans la pièce en étant dans cet état-là, tu vas contaminer tout le monde, et ça va partir en cacahuète, quoi. C'est exactement comme en ultra trail. Ouais. Hein, Le mec, il est bon, il revient sur son truc. en longue distance, tu vas souvent avoir des variations d'émotions. Ouais. Et si tu arrives à accepter et comprendre que là, j'ai envie d'arrêter de courir, je ne suis pas fait pour la longue distance. C'est moche en plus. Et bah, 2 minutes après, t'as l'énergie de ta vie. Et tu sais pas, tu le sais pourquoi, parce que l'alimentation va jouer énormément. Hein, Ouais. On en parlera, mais voilà, donc si tu sais que tu vas avoir des variations d'humeur et qu'il suffit juste de laisser passer cette petite houle, voilà, tu le sais maintenant, parce que tu as le recul, bah, exactement que dans ce genre de réaction. Ah, c'est très bien. Hop, je serai disponible dans 2 minutes 30. Non, c'est 5 minutes maximum une émotion, je crois. Ça dépend aussi de à quel point tu t'accroches dessus. C'est-à-dire que il y a on va dire le côté physiologique Ouais, c'est ça. où ça dure que quelques minutes. Et après, si tu l'entretiens. Et si mais Ouais. des fois on est très fort à entretenir une émotion parce que je l'ai vu donc plus avec le travail sur la libération émotionnelle. On préfère souvent avoir raison que d'être heureux.
Donc on passe vraiment un temps fou, des fois, à se trouver des excuses pour valider notre émotion négative. Non mais c'est normal, j'ai raison d'être en colère, c'est un scandale d'avoir fait ça, comment il peut se comporter comme ça, il a aucun respect pour moi, que ce soit un enfant ou un adulte, hein. Non mais tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Pourquoi? Toi, des dogmes, machin. Je dis oui. Puis quand bien même tu continues à t'énerver, la cause de ton énervement, ça lui en touche une sans secouer l'autre, quoi. Il y a que toi en fait qui te nuit au final. Tu l'as placé, celle-là, c'est bon. Ouais. Là, c'est ma préf. Mais voilà, en tout cas, quand t'as la chance d'être en couple pour éduquer tes enfants, etc., de donner à l'autre l'air pour se poser et ensuite qu'il puisse revenir, et d'accepter toi-même que l'autre te dise « Allez, là t'es baigné t'es noyé dans des mauvaises hormones, là, vas-y, va détendre tout ça et reviens après. » Parce que ça aussi, hein, tu peux avoir ton conjoint qui te dit « Non mais là, fondamentalement, t'es en colère, voilà, et ne pas bien le recevoir. Non, c'est bon, non, ça me casse les couilles, tu vas pas me donner la leçon, enfin, ce genre de choses. Et puis après, t'es foutu de dire à ton enfant qu'il réagit mal. Ça aussi. Non, mais il faut aussi lui faire comprendre que de temps en temps, on peut aussi réagir mal. Ah mais non, mais en fait, moi j'anticipe beaucoup. La gars, là, je me sens vraiment fatigué et je pense que je vais être moins disponible. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Et j'ai été souvent agréablement surpris de voir et me dire ah ouais, ok, et finalement à m'aider à faire les trucs, à être plus attentif, Développer leur empathie. Et en fait, comme tu sais, c'est comme n'importe qui. Si tu les informes du contexte, bah ils vont s'adapter aussi au contexte. Alors si eux-mêmes sont éclatés de fatigue, ça va être plus compliqué, ça c'est sûr. Mais en tout cas. Ouais, y a pas, enfin, j'ai jamais eu trop de problèmes et ils comprennent bien, hein. J'ai eu une patiente, son travail, c'était justement de faire de la gestion émotionnelle de crise. Mmh. C'est son travail, elle travaillait pour le... on travaillait pour le GIGN, pour plein de trucs, etc. Ouais. Et elle m'expliquait un truc que je trouvais très intéressant. Donc, en état de crise émotionnelle très très forte, il y a une manière de faire passer une émotion Très vite. Ouais, ça permet de l'intégrer Ok. sans trop la subir et de pouvoir enchaîner directement. Bah, en fait, c'est simplement faire une diversion. Faites exactement comme on fait avec les enfants. Ouais. Donc, t'as un enfant qui fait une crise, paf, tu fais pas forcément une diversion. Oh là là, il y a un oiseau. C'est vraiment rentrer dans une autre diversion et en continuer, etc. Et ça permet vraiment sans arrêter son émotion. Tu vois, c'est qu'il va comprendre l'émotion, il va la tamponner progressivement pour enchaîner sur l'autre activité. Et moi, je le vois presque comme si tu. Et après, on revient sur l'émotion. Quand c'est possible. Mais c'est comme si tu sais, quand il y a ces moments de tempête émotionnelle, t'as l'impression qu'il y a qu'un flux, il y a qu'une connexion et ça tourne en boucle sur la colère, sur ce genre de choses. Et la diversion, pour moi, c'est juste de permettre à faire une déviation dans le circuit neuronal vers autre chose pour dissiper l'énergie, diffuser un peu, faire en sorte que ça refroidisse. C'est vraiment ce truc-là. Et quand il bloque sur un truc classique, voilà, Halloween, on récupère, il mange quelques bonbons, mais il veut en manger un de plus, et là on dit stop. Et là, il bloque dessus et tout. Et donc à un moment, on a commencé à parler plutôt des coloriages qu'il avait reçus, de machin, et voilà. Faut trouver... mais des fois, tu trouves pas la bonne diversion, hein. Non. Des fois c'est dur, hein. C'est pas parfait, hein. Des fois c'est pas parfait, mais... C'est de la créativité, du test, encore toujours pareil. Ouais, c'est ça. On passe notre temps à faire ça, que ça. Exactement. Et bah écoute, Mélie, c'était top. Top, merci beaucoup. Ouais, ok. Ouais. On va courir ? Ouais, c'est ça. Là maintenant, on va passer... hop là, oui, ça va bien. Oh bah... Voilà. Eh bah écoute, regarde ce qu'on va faire. On va terminer comme ça. Écoute, Mélie, merci beaucoup. Émission très dense et avec plein d'informations. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez retrouver Papa Parle, c'est un peu sur tous les réseaux. Vous regardez dans les commentaires, en dessous la description, etc. Et sur Instagram, je fais beaucoup de bêtises et de galéjades avec mes enfants. On s'amuse bien. Et sinon, venez me voir sur Medicoach Try. Voilà. Et Medicoach Try, Facebook, Insta, un peu les autres réseaux, mais généralement Insta, c'est ce qui... Ouais. Insta, Facebook. Facebook. Ouais, c'est là où il y a plus d'infos. Facebook, etc. Et puis si vous lui demandez, si vous voulez être coaché par Mehdi,
Bah c'est sur coachtrial.fr. Exactement. Voilà. Allez, salut!